Salut les zéros, aujourd'hui on va... Alors ça va pas être un tuto, hein, ça va être une série d'expérimentations pour voir comment on peut simuler des flammes de réacteurs fusées, de propulseurs, avec X-Particles. Je ferai sans doute la même chose ensuite avec peut-être pas Turbulence FD mais FumeFX. D'abord dans cette première partie, parce que ça fait plusieurs fois que j'enregistre là et je me rends compte que c'est vraiment très complexe, donc c'est un petit peu long. Si vous voulez zapper cette partie, quitte à vous, mais très important de regarder à quoi ressemblent des flammes de tuyères, enfin de réacteurs de fusée. Ici on a un exemple typique, voilà, c'est ce qu'on s'imagine généralement. Un lanceur crache des flammes très longues, jaune, orange, blanche. Mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que ce soit la forme des flammes, la couleur, la longueur, etc. Il y a énormément de choses et pour ça je vais m'appuyer rapidement sur deux docus qui s'appellent Comprendre les flammes des fusées, partie 1 sur 2 et 2 sur 2, édité par Technique Spatiale. C'est une personne qui a créé quelques vidéos, là, qui a partagé quelques vidéos sur internet, là, et ces deux vidéos là sont vraiment extraordinaires. Il y a énormément de choses à voir, à comprendre, à apprendre. Je vous invite vraiment à regarder ça. C'est la première partie dure 18 minutes, l'autre plus de 30. Mais c'est vraiment très 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 intéressant, quoi. Énormément de documentation, c'est très bien explicité. Je vous invite vraiment à regarder ça. Moi je vais m'appuyer sur quelques petites parties de ces deux vidéos là. Je le remercie d'avance. Je lui ai pas demandé, mais je pense qu'il ne refusera pas que j'utilise quelques parties de sa vidéo pour vous expliquer des choses, et puis allez voir les vidéos entièrement, c'est vraiment génial. Les flammes de propulseurs de fusée. Ici on a typiquement démarrage des moteurs de fusée de Saturn V qui ont envoyé les missions Apollo. Voilà, démarrage des moteurs, crash des flammes, et puis les flammes sont absorbées à nouveau, sont aspirées. On a des choses qui tombent, hein, c'est de la glace qui s'est condensée sur la partie du réservoir qui contient l'oxygène liquide. L'eau, l'humidité de l'atmosphère se condense dessus. Quand les moteurs se mettent en marche, ça fait tellement vibrer la fusée que la glace tombe. On a des vapeurs également qui descendent, hein, on le voit. Le lanceur, voilà, le réacteur, il est là. Enfin, ça c'est la sortie de tuyère qu'on appelle tuyère de Laval. La combustion se fait dans une chambre ici, puis ça sort à très haute vitesse, et on voit qu'à la sortie à la sortie de la tuyère, on a une partie de flamme plus sombre et on a une partie de flamme plus claire en dessous. Parce qu'en fait, on a, comme qui dirait, deux flammes qui se superposent. Il y en a une qui est plus sombre, qui se trouve à l'extérieur de la tuyère, donc qui entoure la flamme plus claire qui se trouve à l'intérieur, et l'entoure sur une durée très courte. C'est des gaz qui sont réinjectés à l'intérieur de la tuyère sur les contours pour refroidir la tuyère. Ces gaz n'ont pas entièrement brûlé, donc ils sont sombres ici, puis quand ils rentrent dans la flamme, ils se mettent à brûler et ils disparaissent. Ça c'est très très caractéristique de certaines tuyères. D'ailleurs, allez voir sur Wikipédia la rubrique tuyère. Voilà. Et vous avez plein de liens en bas que vous pouvez aller voir également. Voir aussi tuyère de Laval, moteur fusée, turboréacteur, buse. C'est très 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 intéressant. Alors dans les choses intéressantes, on a différentes phases. Le moteur, en fait, il éjecte le résidu de l'explosion qui se fait dans la chambre par la tuyère qui se trouve là, qu'on appelle la tuyère de Laval. La chambre de combustion est là. Dans la tuyère de Laval, en fait, on essaye d'avoir des gaz qui sortent rapidement
mais qui ont une pression équivalente à l'extérieur. Et en fait, difficile de faire varier la pression de sortie dans la tuyère de l'aval. Donc en fait, on prend une moyenne de ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est une moyenne entre les pressions atmosphériques au sol. On peut voir par exemple ici 4, mais c'est exagéré. Quand la pression atmosphérique extérieure est plus élevée, la flamme est compressée, on va dire. Ça, c'est plutôt ce qu'on a au décollage. Le 3, le 4, on ne l'a pas vraiment, mais le 3, on l'a souvent. La flamme ne sort pas à la largeur de la tuyère, elle sort compressée, puisqu'elle a une pression inférieure à l'atmosphère qui l'entoure. Puis la fusée monte en l'air, et la pression atmosphérique est de moins en moins grande, donc la flamme devient droite. Et quand la fusée arrive à l'extérieur, quand elle arrive presque à la fin de l'atmosphère, quand il n'y a plus rien autour, la flamme a tendance à s'élargir. Voilà. On le voit très très bien sur les images qui sont proposées là, qui sont proposées dans la deuxième partie du docu. Voilà. On commence ici. On a une flamme, vous voyez, bon là on est déjà à mi-hauteur, donc on a une flamme qui commence à s'élargir, mais plus la fusée monte, et plus la flamme est large, puisque la pression atmosphérique là autour est inférieure à la pression des gaz qui sortent, donc la flamme s'élargit. En plus on a des effets de décompression ici, à cause la fumée avance dans l'atmosphère est compressée sur les étages premier, troisième et deuxième étage, donc l'air a tendance à s'écarter, et en s'écartant dans le mouvement, ça crée une dépression, et on voit ici les flammes qui remontent le long de la fusée. Voilà, on voit que ça s'élargit, et la flamme remonte, et on voit que la flamme continue de s'élargir, elle s'élargit tellement qu'on n'a plus rien ici. En fait, on a bien quelque chose, mais on ne le voit pas. Une flamme invisible. Voilà. Donc on a un tas de choses comme ça à voir qui sont vraiment super intéressantes. Je vais vous parler rapidement des couleurs des flammes. Alors suivant les ergols, c'est-à-dire les combustibles, les carburants et les comburants utilisés, on les met ensemble pour créer une explosion. Suivant les ergols utilisés, les flammes vont avoir des couleurs différentes, voire même vont être transparentes. C'est le cas ici. C'est pratiquement transparente. Les moteurs sont bien allumés. Les petites étincelles là ne servent pas à allumer les moteurs. Ils servent à s'assurer qu'il n'y ait pas des petits gaz qui s'échappent à droite à gauche et qui n'est pas brûlé et qui viennent exploser en dessous. Voilà. Donc ici on voit une flamme transparente, et ça c'est ce qu'on appelle un disque de Mach. C'est une espèce d'interférence des ondes de choc de l'explosion qui vient se condenser là. Donc quand le moteur accélère, les ondes de choc, les disques de Mach s'éloignent du réacteur, mais là les réacteurs sont bien allumés. Alors, suivant les combustibles, que ce soit des ergols solides, liquides ou quoi, on a des couleurs de combustion qui sont très 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 différentes. Et puis on a une chose très importante, c'est que le premier nuage, alors c'est caractéristique sur les navettes américaines, qui ne sont plus en service, mais c'est vraiment caractéristique. Ce qu'on voit là en dessous du pas de tir, là, c'est de l'eau. On envoie plein d'eau pour refroidir la base de le pas de tir, mais également pour amortir les ondes de choc des explosions, pour pas que ça secoue trop le pas de tir. On va voir donc allumage des moteurs de la fusée, l'eau qui est envoyée sur le pas de tir est tellement chauffée que ça devient de la vapeur. C'est les gros nuages blancs qui sont là, hein. Alors on regardera tout de suite qu'on voit que le nuage est blanc quand il est exposé au soleil, mais de ce côté il est plus sombre, plus gris, et il peut avoir l'air noir quand il est dans sa propre ombre. Ensuite, quand les roquettes et le lanceur principal
se mettent en marche, les auxiliaires, leur combustion à eux sont dégagées de l'autre côté du pas de tir. Voilà, on les voit partir, on y revient. Là, on a l'arrosage du pas de tir avec de l'eau, donc pour amortir les ondes de choc, et pour les ondes de choc, alors qui sont des ondes de choc sonores, mais imaginez imaginez un tonnerre, c'est tellement puissant, hein, quand il y a des éclairs et qu'on entend le tonnerre, on ressent des vibrations très, enfin à basse fréquence, mais violentes. Ici c'est le cas, quoi. C'est des séries d'explosions qui secouent tout le pas de tir. Donc pour éviter qu'il soit trop secoué, on envoie ces jets d'eau qui vont absorber une grosse partie de la vibration des ondes de choc. Ah, donc on voit mieux ici, hop, voilà. Les autres réacteurs, les boosters notamment, leur fumée est envoyée de l'autre côté. Alors, c'est aussi un aspect esthétique. Pour pouvoir voir le décollage, la structure inférieure, elle canalise les fumées d'un côté et de l'autre. Les fumées, c'est les fumées et les flammes aussi. Hein. Mais ça permet de voir enfin, ça permet de laisser deux angles d'un côté et de l'autre pour que la fusée soit visible. Si on canalisait pas d'un côté et de l'autre les fumées, le vaisseau serait entièrement entouré de fumée et on verrait rien. Donc là aussi, d'un point de vue esthétique, pour permettre de voir ce qui se passe. Voilà. Ici, c'est la même chose pour ESA ou pour Ariane, excusez-moi, où les fumées sont éjectées à 3 endroits différents. On voit même des combustions qui sortent ici. Mais ça permet d'avoir un pas de tir clean et de voir, voilà, on balance tout là à côté, ça permet de voir la fusée qui décolle. Et si ça n'était pas analysé, on aurait vraiment des fumées de partout et la fusée serait noyée dans ses propres fumées et on ne verrait rien. Voilà, alors, hop. Donc ensuite, on a aussi des histoires de couleurs. Alors on peut voir, suivant les combustibles utilisés, par exemple pour le démarrage, on va avoir certaines couleurs apparaître. On peut voir apparaître du vert, souvent, quand on utilise du bore. Voilà. Alors on a un autre truc caractéristique, là, ces flamèches. Alors c'est bien des flammes, elles sont noires. C'est parce que c'est un autre gaz réinjecté en bord de tuyère. Et ce gaz est plus froid, donc il est plus sombre. Et sa combustion est mauvaise. Donc il est sombre aussi parce qu'on a ce qu'on appelle des suies. Et ça fait ces taches noires. Alors on a aussi cette forme caractéristique là, qui correspond en fait à une série d'interférences des ondes de choc. Et la partie interférente ici plus serrée, on appelle ça un disque de Mach. Et les disques de Mach, on peut en trouver un nombre plus ou moins grand. Voilà, quand l'allumage se fait avec un composé qui contient du bore, la flamme est verte au départ. On va le voir, voilà, c'est verdâtre et boum, ensuite les ergols explosent. Lumière verte, puis orange. Là, on va la voir très bien. Voilà, lumière verte, puis orange. Là, on l'a vu juste avant. Voilà, à l'allumage des rétro-fusées pour atterrissage ici, vert, et boum, ça devient orange. Là, voilà, c'est joliment vert. Hein. Alors merci beaucoup. Donc je ne suis pas arrivé à trouver son nom. Là. Donc à l'éditeur de cette chaîne Technique Spatiale qui n'a pas mis beaucoup de vidéos en ligne, mais alors ces deux vidéos là, comprendre les flammes des fusées, sont vraiment très intéressantes. Donc
on retient quoi? On retient que les flammes ont des couleurs différentes. Les flammes peuvent être invisibles. Elles peuvent apparaître à une distance, à une certaine distance des tuyères, qu'on appelle les tuyères de Laval. On a aussi un truc dont il faut qu'on parle, voilà, c'est ça, c'est les échappements. Il y a certains gaz dans la tuyère, dans le moteur, qui sont utilisés pour faire tourner les turbopompes qui alimentent la chambre d'explosion avec les carburants, le comburant, qu'on appelle les ergols. Ces turbopompes, en fait, soit elles réinjectent, enfin, on les fait tourner avec un gaz, et ce gaz, soit il est réinjecté dans la combustion, ce qu'on peut voir ici, ces flammes plus noires, plus sombres parce qu'elles sont plus froides, soit ces gaz à très haute pression qui activent les turbopompes qui vont alimenter le moteur, ces gaz peuvent être éjectés par des pots d'échappement. Et ça n'a pas d'autre nom. Ce sont des pots d'échappement. Et on va les voir. Voilà. Voilà. Les deux tuyaux là, ce sont des pots d'échappement. C'est-à-dire qu'on a deux turbopompes là qui doivent tourner très vite pour injecter les ergols, mélanger souvent deux ergols qui vont exploser dans la chambre ici, puis être éjectés par la tuyère. Ces turbopompes, en fait, on les fait tourner en injectant des gaz à très haute pression, et ces gaz, soit ils peuvent être réinjectés dans la chambre de combustion ou dans la tuyère, sur le bord extérieur, soit ils peuvent être éjectés par un tuyau d'échappement. Ici, on en a deux. Voilà. Et les échappements, on les voit parfois très très bien, comme ici sur le moteur Vulcain, et on les voit à l'image aussi. On voit très bien, voilà, la flamme qui est là, en fait, il y a un mélange de fumée, enfin de particules et de particules en combustion. Voilà. Et là, c'est la fumée Atlas, la fusée Atlas. Voilà, ici aussi. Alors, l'échappement est là, on en voit un ici. Ce que l'on voit ici, c'est une autre fusée, ce qu'on appelle un moteur vernier. C'est c'est comme un de ces gros moteurs, mais c'est un petit qui permet de diriger la fusée. Voilà, ici on voit bien les tuyères d'échappement qui renvoient des gaz sombres, d'abord à cause de leur température, et également c'est-à-dire de même façon, parce que leur combustion est mauvaise. Voilà. Là c'est Saturne 1, voilà, on voit les échappements. Voilà, ici il y a un échappement là, et un échappement dont on voit les gaz sombres, froids, et plein de suie qui s'échappent verticalement. Ça ajoute un tout petit peu de poussée à la fusée, mais c'est vraiment minime. Voilà, ici on la voit bien. Alors ça c'est la fusée chinoise. Les échappements sont très visibles. Par contre, on a l'impression qu'on voit rien, mais en fait, voilà, on a l'impression qu'il n'y a rien qui sort, mais en fait ce qui sort c'est ce qu'on voit là. Donc là c'est transparent, puis quand ça rentre près de la flamme, ça se met à brûler quoi. Voilà, et c'est ce qu'on voit là en fait. L'échappement est là, et la combustion se fait là. Voilà. Alors, il y a plein d'autres choses intéressantes, et notamment, donc, comme je vous le disais, un truc très important, c'est la largeur de la flamme suivant la pression atmosphérique externe. C'est-à-dire que plus on monte dans l'atmosphère, et on le voit très bien ici, hein, on a une flamme qui a un certain diamètre, plus on monte dans l'atmosphère, et plus le diamètre de la flamme est élevé. Enfin, le cône s'élargit.
Voilà, alors je vous invite vraiment à regarder ces deux docus qui sont pleins d'images fantastiques. C'est une très 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 belle compilation. Et puis il y a une image que je voulais vous montrer là. Voilà, c'est que pour que les combustibles puissent être aspirés par une pompe et être envoyés dans les moteurs, il faut que le combustible se trouve à un certain endroit. Si le combustible est dans son réservoir en apesanteur, il est un peu de partout. Donc il va falloir l'aspirer pour l'envoyer dans les injecteurs. Enfin, pour l'envoyer par les injecteurs dans le moteur. Le problème, c'est que quand la fusée se retrouve, par exemple, à une vitesse fixe, sans accélération, en dehors de la traction terrestre, les gaz liquides, par exemple l'air liquide qui sert à la combustion, flotte dans le réservoir et il est peut-être loin du tuyau par lequel on l'aspire. Donc, on est obligé de mettre ce qu'on appelle des fusées de plaquage. C'est un piston qui éjecte le premier réacteur. Voilà. Ici, on a l'intérieur du réservoir où on voit de l'oxygène liquide. Voilà. Ici, donc, le moteur principal est séparé de la partie supérieure. Et dans la partie supérieure, pardon, l'ergol liquide, lui, se met à flotter en l'air. Donc là, c'est de l'oxygène. Ça se met à flotter, donc le problème, c'est que si on aspire d'un côté par un tuyau, on n'est pas sûr que l'oxygène liquide soit aspiré. Il se peut qu'on soit dans le vide. Donc il va falloir plaquer ce combustible en exerçant une poussée dans un sens. Donc on a des moteurs, des moteurs qui servent au plaquage. Je crois d'ailleurs que ça s'appelle des moteurs de plaquage. Les fusées de plaquage. Voilà. Tac, on plaque le liquide au fond du réservoir pour qu'il puisse être aspiré. Alors on va aller voir ces moteurs là. Voilà. Quand l'étage inférieur se sépare, il a des rétrofusées pour le faire aller un petit peu en arrière. La fusée elle-même, enfin la partie supérieure, a ensuite des... J'espère qu'on va les voir. Voilà, donc la séparation des étages. Voilà, là on a des petites fusées. Voilà. Alors ce qu'on voit là, l'étage inférieur qui s'en va, c'est lui là, le petit bout de cercle. Et on a ici des rétrofusées qui vont permettre au réservoir de s'éloigner de la charge utile que l'on veut envoyer dans l'espace. Et puis en même temps, on a des réacteurs là, des petites fusées qui vont appliquer une poussée à l'étage supérieur pour que les liquides ergols, les ergols liquides se plaquent au fond des réservoirs et qu'ils puissent être utilisés. C'est très très impressionnant. Voilà. L'étage inférieur, voilà. Les rétrofusées sont ici, ces rétrofusées vont permettre donc à cet étage de partir en arrière quand il va se séparer de l'étage supérieur. L'étage supérieur, alors malheureusement les fusées sont pas là, ça c'en est une, mais on devrait avoir une fusée là. Et elle a été enlevée. Cette fusée sert à faire en sorte que la partie supérieure soit poussée vers l'avant et que le liquide qui est contenu dans le réservoir, lui, soit poussé en arrière pour qu'il puisse être utilisé. Enfin bref, voilà. Allez, ça fait 24 minutes qu'on y est. Je vous invite vraiment à prendre 50 minutes pour regarder ces deux docus faciles à trouver. Comprendre les flammes des fusées, partie 1 et 2. Et puis, mettez un pouce en l'air et... je ne l'ai pas fait.
Tiens, il me semblait. Mettez un pouce en l'air et puis inscrivez-vous parce qu'il va sortir une vidéo bientôt, une nouvelle. Voilà, allez, on se quitte là-dessus sur cet aperçu des fusées et après on va faire un premier module avec X-Particles pour voir quels sont les outils à notre disposition pour simuler tous les éléments qu'on vient de voir. Allez, à tout de suite.